Vous écoutez le supplément de Tech Café, nous sommes début novembre 2024. Cet épisode complète la veille de l'épisode hebdomadaire qui est l'épisode précédent dans le flux du podcast. On enregistre au moment où les élections américaines sont sur leur dernière ligne droite. Vous savez vraisemblablement qui est ou qui sera le nouveau président des États-Unis. On l'espère peut-être de notre côté en tout cas. Et de notre côté, on va juste vous parler de tech et en particulier d'intelligence artificielle générative avec les images, la musique. On va parler de la conception de ressources de jeux vidéo qui veut être unifiée par Epic Games, de résultats financiers de boîtes comme Intel qui sont difficiles, d'OpenAI qui va avoir ses propres puces d'écologie et même, vous l'avez probablement vu passer, l'amende de la part de la Russie à l'encontre de Google qui gonfle au point d'atteindre à ce jour des milliards de millions de milliards de dollars. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiasfala. Salut Guillaume, comment vas-tu au moment de cet enregistrement? Comment vas-tu? Alors, au moment de cet enregistrement, je vais très bien, et je pense que dans 2 ou 3 heures, j'irai aussi très bien. Ah bon, bah écoute, tant mieux. On va rester en tout cas sur cet état de fait. Merci beaucoup à Studio Bizet, Sylvain Boulanger, Emeric, Stéphane Delcourt, César A et Géo Veller qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon. Donc patreon.com/techcafé. Parce que oui, en fait, j'ai une proposition à faire, Guillaume, pour les auditrices et pour les auditeurs. Si vous vous abonniez à Patreon pour Tech Café sur patreon.com/techcafé, vous pourriez, tenez-vous bien, accéder à l'expérience ultime. Un accès pour écouter Tech Café sans pub directement dans votre app de podcast habituel. Et puis vous aurez également accès à des contenus exclusifs pour en savoir peut-être un peu plus sur le podcast et sur moi en avant-première. Que vous soyez un professionnel ou un passionné de nouvelles technologies, on vous accompagne partout, dans les transports, pendant vos séances de sport, en faisant le ménage ou en bricolant. Et donc en vous abonnant sur patreon.com/techcafé, vous contribuez à la pérennité du podcast en vous assurant qu'il sera là encore longtemps. Et puis votre soutien nous permet de continuer à vous offrir une veille technologique de qualité tout en passant un bon moment. Lancez donc votre navigateur dès maintenant, patreon.com/techcafé. Et oui, je vous incite à le faire parce que vous prendrez peut-être en vous abonnant le relais de précédents soutiens qui ont mis fin à leur abonnement, parce que cet abonnement, il est sans engagement et donc vous rejoignez la communauté en ayant la liberté de pouvoir arrêter à tout moment. Sans autre forme de procès, Guillaume, justement, on continue à parler d'intelligence artificielle générative avec la compétition de la génération d'images qui bat son plein et qui n'est pas prête de s'arrêter. On va faire une petite photo du finish, ou plutôt du cours de la course, Guillaume. Ouais, on commence direct cash avec 2 générateurs d'images, un tout nouveau, tout beau, qui promettent monts et merveilles. Le premier s'est fait une petite réputation en battant en secret tous ses petits camarades sur le leaderboard de génération d'images de Hugging Face, c'est Recraft V3. Il aura même dépassé le Flux 1.1 Pro, qui était le vainqueur incontesté jusqu'à présent. Et il se distinguerait par ses très bonnes capacités sur les mains, l'anatomie, les textes longs et l'adhérence au prompt, même très complexe. Recraft peut faire des images avec des textes dedans, bon ça aussi les autres savent le faire, il n'y a pas de problème. Mais lui, il fait des pavés de texte. Ouais. Les quelques images de démo sont prometteuses. Incroyable. Il y a 3 personnes en train de courir qui ont des mains qui sont pas horribles, ils ont pas de difformité particulière, donc c'est quand même pas mal. Il y a des mains de robots humanoïdes avec le bon nombre de doigts, c'est bien, il supporte aussi le transfert de style. C'est un compétiteur qui semble crédible pour une concurrence qui n'arrête pas de s'étoffer et de devenir de plus en plus puissante. Pour avoir essayé de manière d'ailleurs un petit peu plus approfondie Stable Diffusion 3.5, je dois dire qu'il est vraiment bien, il suit bien les prompts, la qualité est bonne. La version turbo est quand même relativement rapide. Alors, le seul problème, c'est que dès que tu t'éloignes de la résolution nominale de 1024 par 1024, ça part en couille très vite. Souci que bizarrement, la version médium de 3.5 n'a pas. Alors, les progrès ont été rapides, on le constate vraiment quand on utilise 3.5 et quand on le compare avec l'original, le SD 1.0, par exemple. Effectivement, les progrès ont été rapides et on a fait beaucoup de chemin. Pourtant, on est probablement encore qu'au tout début de l'histoire et même Stable Diffusion 3.5 pourra faire figure de fossile d'ici 2 ou 3 ans. Parce que Nvidia, il s'est mis à faire un générateur d'images, lui aussi, et il s'appelle Sana, et il dépote. Alors, tous les générateurs disponibles, ça n'arrête pas. Pratiquement se cantonnent à des images de grosso modo 1 mégapixel. Alors, lui, Sana, il produit directement du 4K, et il le fait très vite, avec un modèle qui est relativement petit. Il y a 2 modèles, en fait. Il y en a un qui fait 0,6 milliard, donc un 0,6B, 0,6 milliards de paramètres, et un qui fait 1,6 milliard, 1,6B. On est donc très loin des poids lourds comme Flux, qui fait 12B,
ou Stable Diffusion 3.5 qui fait 8 B, 8 milliards de paramètres. Or, pour générer une image en 1024 par 1024, Sana il est 20 fois plus rapide que Flux, et en 4K, on est quasiment 100 fois plus rapide que Flux. La qualité des exemples qu'on peut voir est bonne, elle n'est pas au-dessus de Flux, ça c'est sûr, mais elle n'est pas du tout ridicule. Et le truc, c'est que c'est quand même suffisamment proche pour être très remarquable parce que ça vient d'un modèle qui est 6 fois moins gros. Et ça, c'est quand même. Il faut quand même le garder en tête, quoi. Alors, pour être aussi efficace, Sana va revoir les 3 composantes qui constituent tout générateur d'image. Donc, d'une part, il y a le modèle de langage qui est utilisé, qui passe à Gemma 2. Alors, Gemma 2, il est plus moderne que T5 qui est utilisé par la concurrence. Enfin, la concurrence utilise souvent plusieurs modèles, mais bon, ils utilisent T5 qui est le plus sophistiqué. Et Gemma 2 existe en version mini, hein, donc ça reste gérable, et c'est un modèle qui est beaucoup plus efficace. Le débruiteur, qui va générer l'image, à proprement parler, hein, donc par diffusion à partir d'un bruit aléatoire, est simplifié. Alors c'est un diffusion transformer, comme la concurrence, comme celui de Flux par exemple, mais on lui a simplifié les modules d'attention. On sait que ce qui caractérise, ce qui fait la force d'un transformer, c'est le mécanisme d'attention. Donc si on revient un petit peu à ce qui se passe dans les modèles de langage, on sait que sur le prompt qu'on va donner au modèle, chaque mot va affecter chacun des autres, en fonction de la manière dont ils sont reliés au niveau du sens. Le modèle va calculer des scores d'attention qui vont modifier la représentation des mots pour les contextualiser. Par exemple, hein, si on a dans le prompt on a le mot canne, il va se retrouver déplacé vers un ensemble de sens différents si le prompt contient le mot pêche ou s'il contient le mot sucre. Donc c'est le même mot, mais le modèle va porter attention aux autres mots, et s'il trouve un mot comme sucre, on sait qu'on va avoir affaire à une canne à sucre, sinon on va avoir affaire à une canne à pêche, et donc on contextualise mieux le sens de la phrase. Et donc c'est l'attention qui fait ça, mais du coup, ça veut dire que tous les mots sont comparés à tous les autres. Donc le nombre d'opérations va croître comme le carré du nombre de mots. Et dans la génération d'images, c'est un peu pareil, mais on fait ça avec des blocs d'images, et c'est très vite un problème, parce que quand tu as des résolutions élevées, tu as beaucoup de blocs, et donc potentiellement tu as comme si tu avais des prompts très très longs, et donc le calcul effectué par l'attention est très très complexe et très très lourd. Alors, il existe des propositions pour avoir des mécaniques d'attention qui sont moins coûteuses. On en connaît plusieurs, donc on en a évoqué d'ailleurs plusieurs ici. Le souci, c'est qu'elles sont aussi moins précises. Le plus souvent, elles sont un peu moins efficaces. Mais pour la génération d'images, où on a quand même un petit peu plus de mou qu'avec le texte, ça a l'air de passer, et le changement, il est plutôt... t'as plutôt un bénéfice net, quoi. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, c'est peut-être un peu moins... c'est peut-être un peu moins bon que ce que ça pourrait être avec une attention quadratique, comme on dit, mais disons que le compromis est intéressant. Et après, il y a la touche finale. La touche finale, c'est le VAE. Alors, tous les générateurs d'images travaillent sur des images compressées, en fait. Ils ne génèrent pas à proprement parler des pixels, par contre, ils génèrent des paquets d'informations dans un espace qu'on dit latent. C'est un espace abstrait qui représente les images de manière compressée, qui est beaucoup plus efficace. Au moins, on a un gros paquet de données à traiter à chaque étape de débruitage, hein, au plus vite ça va aller. Le transformer doit être appliqué sur tout le bruit à chaque fois. Donc au moins il y a de valeur dans ce bruit, au mieux c'est. Donc au mieux c'est compressé, au moins il y a de calcul à faire. Or, Sana repose sur un nouveau compresseur, qui est plus complexe, qui d'ailleurs il l'appelle le DAE pour Deep Autoencoder, et il compresse l'image 32 fois au lieu de 8 fois habituellement. Et donc tout ça se combine pour offrir un modèle qui est compact et qui est très très nettement plus rapide que l'état de l'art. L'état de l'art qui donc va être appelé à évoluer de manière manifestement spectaculaire dans les années à venir, sachant que Sana est parfaitement utilisable sur des machines grand public, avec des GPU moyen de gamme. Alors, le code n'est pas encore dispo, mais il devrait l'être bientôt, et puis on essaiera de tester quand ça le sera. Un nouveau référentiel, en tout cas, dans les générateurs d'images, qui va pousser les autres à continuer à progresser, forcément. Tu parlais de tes expérimentations avec Stable Diffusion. Guillaume, t'as pas été jusqu'à lui faire passer des examens médicaux quand même, t'es pas été jusqu'à lui faire passer une IRM non plus. Non, mais ça c'est une dissection, carrément. Non, non, en fait, c'est pas moi, évidemment, mais puisqu'on parle de génération d'images, on pourrait faire effectivement une petite radiographie, une petite IRM, oui, à Stable Diffusion, pour voir un petit peu comment ça marche dedans, et si on peut avoir une idée de quel organe fait quoi dans tout ce bordel. Il y a déjà eu quand même des expérimentations de ce type-là, des études pour savoir un petit peu quelle était la cartographie intérieure, comment se comportait, non ? Pas vraiment. On sait qu'il y a toujours trois gros organes généraux dans un générateur d'images. Il y a un modèle de langage qui va évidemment encoder le prompt pour que le modèle puisse le suivre. Il y a donc un compresseur, alors un VAE, un DAE, un compresseur, et puis il y a le réseau qui fait la diffusion proprement dite. Alors ça peut être un transformer dans les générations actuelles de modèles, c'était un UNet avant, donc c'est une architecture un peu différente. Mais donc dans SDXL par exemple, c'est un UNet. Mais quoi qu'il en soit, dans ce diffuseur, à quoi servent les différentes couches ?
on en a en général aucune idée. Alors maintenant, justement, on en sait un tout petit peu plus, puisque c'est les chercheurs de l'Université de Lausanne qui sont penchés sur le cas justement du vénérable Stable Diffusion XL, dont les dérivatifs sont encore d'ailleurs largement utilisés. Hein. Alors le fait que le diffuseur de Stable Diffusion XL soit un U-Net et pas un transformer, c'est pas super important ici. C'est une architecture différente, c'est vrai, mais enfin c'est toujours un empilement de couches de neurones, alors évidemment chaque couche n'a pas la même tronche dans l'un et l'autre type de réseau, mais l'essentiel c'est qu'on a une entrée, une sortie et des séries de valeurs intermédiaires. À l'entrée du réseau, on a une grosse liste de nombres hein, qui représente tout simplement le bruit à diffuser, le bruit à débruiter, quoi, mais de manière compressée par le VAE, donc c'est pas une liste de pixels, hein, c'est vraiment une liste de nombres que nous, on ne sait pas exactement à quoi ils correspondent, c'est une liste de nombres. Et puis cette liste, elle va passer de couche en couche, et on a à la sortie de chaque couche une liste intermédiaire. Et puis après la dernière couche, c'est la liste de sortie, quoi, qui représente le bruit un petit peu moins bruité, donc le bruit après la passe de débruitage. C'est le métier hein, du réseau central, c'est de débruiter une image pour faire apparaître les détails dedans. Donc, si vous voulez, on est en face d'une composition de fonctions qui prennent un gros nombre de valeurs en entrée, qui prennent aussi un gros nombre de valeurs en sortie, pas forcément le même d'ailleurs, et pas forcément sous le même format, mais bon, voilà, c'est l'idée. Et donc, que font chacune de ces fonctions ? On ne sait pas. C'est le but du jeu d'en savoir plus, et voilà, on va tenter d'en savoir plus en faisant une procédure qui commence à se répandre un petit peu dans ces trucs-là. On va tenter d'approximer ces fonctions en réalité. Donc on va essayer de repérer d'abord quelles fonctions, c'est-à-dire quelles couches, ont vraiment un impact très visible, et puis on va se dire la chose suivante. Ma fonction, elle a une tétrachie de valeurs en sortie, et elle est super compliquée. Je vais l'approximer avec un truc beaucoup plus simple. Ce truc beaucoup plus simple, c'est carrément une combinaison linéaire de vecteurs, grosso modo. Et de pas beaucoup de vecteurs même. En tout cas, de beaucoup moins de vecteurs qu'il n'y a de neurones. Et c'est pour ça que ça s'appelle des sparse auto-encodeurs, ou SAE, parce qu'il n'y a pas énormément de valeurs finalement, donc c'est une chose très creuse, entre guillemets. Donc comment on va faire ? Je vais générer plein d'images, voilà, je vais prendre des prompts et générer plein d'images. Donc je vais voir comment se comporte la fonction d'origine, donc c'est cette couche que je vais approximer, et puis dessus je vais fitter ma fonction. Je vais fitter une fonction, alors cette fonction, donc c'est une fonction très simple, c'est une combinaison linéaire de vecteurs, puis je vais fitter ces vecteurs en fonction de comment la fonction que je veux, la couche que je veux approximer se comporte quand on génère des images. Donc pas à pas, milliers d'images après milliers d'images, je vais fitter ma fonction qui va approximer la fonction d'origine, qui est donc cette couche du réseau. Alors bien sûr, mon approximation sera un peu moisie. Si je l'utilise à la place de la couche qui m'intéresse, ça va pas donner un résultat, ça va donner un résultat approchant, mais de qualité moins bonne. Bien entendu, on va perdre des trucs. Mais on s'en fout, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de refaire le réseau, de refaire des images avec ça. Le but, c'est simple. On se dit la chose suivante. Si je force une fonction simple à représenter une fonction complexe, qu'est-ce qu'elle va choisir de préserver en priorité ? Quelles caractéristiques elle va choisir de préserver en priorité ? Ça va être des caractéristiques majeures pour la fonction d'origine, les plus importantes. Donc chacun des vecteurs de mon approximation, là, comme il y en a peu, chacun va représenter une caractéristique majeure, quelque chose de très important pour la fonction d'origine. Et donc je vais pouvoir constater, de visu, l'effet sur la génération d'images. Et l'idée est plutôt bonne et elle marche, pas toujours, mais elle marche quand même assez régulièrement. Ils n'ont pas réussi à tout interpréter, mais ils ont interprété certaines choses. En particulier, on peut interpréter, on peut voir ce que ça fait quand on vire cette composante. Qu'est-ce qui se passe quand on vire cette composante-là ? Quelle différence ça fait dans la génération d'images ? Ou si on prend un prompt vide et qu'on force cette composante-là, qu'est-ce qui est généré ? Voilà, et c'est comme ça qu'on va pouvoir constater finalement à quoi sert cette composante-là qu'on a détectée. C'est comme ça que les chercheurs ont constaté qu'une couche qui s'occupait de la composition globale de l'image. Les caractéristiques extraites, donc ces vecteurs de l'approximation, vont recouper les principaux sujets à l'image. C'est-à-dire, s'il y a par exemple un castor dans une image, il y aura... Donc si c'est un castor sur une plage avec un tronc d'arbre, on va constater que dans cette couche-là, les composantes correspondent au concept de castor, de tronc d'arbre et de trucs, donc de la composition générale. Il y en a une autre qui va contribuer au style de l'image, c'est-à-dire que ça va plus s'occuper de la texture et de la couleur. C'est-à-dire que là, par contre, le castor, en fait, en gros, soit le castor, si on veut un castor jaune, par exemple, un castor bleu, c'est ça qui va le régler. Et finalement, si on enlève certaines composantes, on va changer la couleur du castor, ou la texture du castor, ou la texture de l'herbe, mais on va pas changer le fait qu'il y a un castor. Tu vois. Il y en a une autre qui semble contribuer au détail moyen, c'est-à-dire à échelle moyenne.
Par exemple, la forme d'une mâchoire, la forme d'une tente. Tu vois, il y a si on demande, par exemple, qui est, je sais pas, des boules de Noël, c'est vraiment n'importe quoi cette image, hein. Des boules de Noël derrière le castor. Bon, on demande des boules de Noël derrière le castor. Ces boules de Noël, elles vont avoir une certaine couleur, une certaine forme, tu vois. Bon, et ça, les choses de moyenne taille qui sont à l'arrière-plan, tout ça, ça va être géré par encore une autre couche, etc. Donc, c'est un type d'analyse qui marche pas systématiquement non plus, hein. Il y a une couche au milieu, par exemple, où ils savent pas exactement ce qui se passe. Ils n'ont pas réussi à voir de visu, hein, comme ça, quels éléments ça modifiait. Donc, on ne sait pas quels éléments graphiques disons, vont être impactés par cette truc, mais c'est aussi possible que ça soit pas des éléments visuels. C'est-à-dire, il est tout à fait possible que certaines couches s'occupent de choses plus abstraites. Par exemple, des relations spatiales entre les éléments de l'image. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile à détecter parce que on le voit pas, quoi. C'est pas visuel, donc c'est assez compliqué. Donc c'est une étude intéressante, hein, qui rejoint celles qui ont aussi été faites sur les modèles de langage, et qui d'ailleurs utilise des techniques similaires, hein, pour essayer d'extraire des caractéristiques exploitables des faisceaux de neurones qui sont activés d'une manière opaque pour nous, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Parce que les neurones, et on avait vu ça dans la recherche d'Anthropic, hein, dans un modèle de langage, en l'occurrence, là, à cette époque-là, on avait constaté que les neurones étaient polysémantiques. C'est-à-dire que chaque neurone est activé dans tout un tas de concepts et de conditions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et en fait, on l'explique assez bien, on l'explique par le fait que, même s'il y a beaucoup de neurones en sortie, le réseau doit apprendre beaucoup, beaucoup plus de concepts qu'il y a de neurones. Et c'est vrai que dans le langage naturel, hein, il y a une infinité de concepts, alors que bon, même s'il y a 1 milliard de neurones, ça suffit pas. Enfin, 1 million de neurones, parce que on prend sur des couches intermédiaires, donc c'est pas la totalité du réseau, mais bref. Même s'il y a 1 million de neurones en sortie, mettons, 1 million de concepts, c'est pas tant que ça. Si tu imagines toutes les compositions possibles dans le langage naturel, tout ce à quoi on peut penser, c'est monstrueux. Donc en fait, le réseau, il a compris ça quelque part. Il a compris qu'il ne pouvait pas coder connement un concept sur un neurone, tu vois. Il est obligé d'utiliser des superpositions. C'est-à-dire qu'il utilise des superpositions de neurones pour encoder, du coup, exponentiellement plus de concepts. C'est une manière de faire qui est très efficace. Mais le problème, c'est que nous, du coup, comment on sait à quoi servent les neurones ? En fait, les neurones, ils servent à plein de choses à la fois. Et il faut détecter des faisceaux de neurones et des schémas d'activation. Et donc, du coup, décoder tout ça demande énormément de boulot. Je reprends ton explication, différentes étapes, différentes couches qui permettent pour l'une de représenter les grands concepts dans l'image, pour l'autre peut-être la texture, les couleurs, etc. Et d'autres couches, on ne sait pas encore très très bien finalement à quoi servent, mais la recherche va avancer. Est-ce que ça voudrait dire à terme qu'on pourrait imaginer isoler des couches et peut-être se dire, finalement, je veux générer la même image, mais vraiment la même image, tu vois, c'est pas le même concept, mais la même structure d'image, la même composition, mais avec un rendu différent. Tu vois, aujourd'hui, avec un générateur d'images, si je relance mon prompt et que je dis, au lieu d'un style photographique, je veux un style peinture, par exemple, il va me régénérer le truc du début. Est-ce qu'avec ce type de dissection, on pourrait imaginer à terme récupérer une étape et la rebalancer avec les étapes successives différentes, avec différents réglages ? Oui, ils le font. Ils le font. Hein. Ils changent effectivement en gros, ils opèrent. Ouais. Effectivement, ils forcent certaines caractéristiques et puis ça donne effectivement ça. Ça donne exactement ça. C'est-à-dire, sans changer le prompt, tu peux changer le style de l'image, et du coup, tu peux changer des sujets dans une image du même style, etc. Ça, ils le font. Alors, le problème, c'est que, est-ce que c'est plus pratique que de changer le prompt ? Bon. En fait, disons, c'est intéressant dans le cadre d'un outil qui te permet justement de générer une image où tu te dis, cette composition, elle est parfaite, elle me correspond hyper bien, et je n'aurai pas forcément le même résultat avec un prompt équivalent. Alors, pour être complètement honnête, il y a déjà, ça se fait déjà d'autres manières. C'est-à-dire que quand par exemple, il y a des choses qui s'appellent les IP adapters, qui sont les IP, c'est image prompt. Donc, au lieu de donner un prompt, tu donnes une image comme prompt. Et c'est cette image-là qui va être imitée, et donc on va pouvoir copier le style, par exemple, de cette manière-là. Et en réalité, ça y ressemble un peu, parce que finalement, c'est des réseaux qui s'interfacent avec le réseau de génération, quoi, pour le guider. Et c'est un peu l'histoire des contrôles nets aussi. Il y a des réseaux de contrôle qui se greffent aux bons endroits et qui apprennent à parler. En fait, c'est plusieurs réseaux qui apprennent à se parler entre eux. On pourrait voir ça comme ça, quoi. Donc, on fait déjà ce genre de choses d'une manière qui est peut-être un peu plus fiable, et puis surtout qui implique pas de faire des approximations plus ou moins louches à l'intérieur des couches, quoi. Évidemment. Ok, en tout cas, c'est de la compréhension qui permettra de faire, j'imagine, à terme, évoluer les outils pour quand même plus de contrôle de toute manière. Et puis,
on enchaîne aussi avec la musique, Guillaume, probablement ton dada. Non, bah disons que c'était rigolo. Sony et Universal sont en plein procès contre Suno et Udio. Évidemment, Sony et Universal, ils font ça pour défendre leurs intérêts, pas celui des artistes, parce qu'on a des pétitions de ces mêmes artistes contre la génération de musique par IA, au sens plus ou moins général quand même, vraiment. Alors que là, Universal Music vient de se faire un partenariat avec Clay Vision, qui est donc une boîte IA, qui veut créer son générateur. Donc en fait, Universal Music veut créer son générateur de musique à lui. Un Il n'est pas générateur contre les éthique. générateurs de musique, il est contre ceux des autres. Mais exactement, mais c'est exactement ça en fait. Il veut un générateur éthique, c'est-à-dire un générateur qui contrôle, finalement, c'est ça dont il a le monopole. Suno et Udio sont attaqués parce qu'ils ont utilisé de la musique sous copyright. En tout cas, c'est le chef d'accusation. Clay, lui, aura pas ce problème, puisqu'il travaille pour Universal. Bah oui. D'ailleurs, il est dirigé par Thomas Hess, qui est ancien président de Sony Music. Donc on reste vraiment en famille. Hein. Alors Clay est censé devenir un générateur éthique parce qu'il y aurait un système de monétisation qui rémunérerait sans doute les articles en bout de chaîne, un système dont on connaît pour l'instant rien. On n'a pas de détails. On voit se profiler ce qui était plus ou moins évident depuis le début. Universal et Sony veulent verrouiller le marché de la génération musicale. Voilà, et être les uniques acteurs du game. Et après, il n'y a que les plus gros clients comme YouTube et TikTok qui pourront utiliser ce genre de truc, moyennant des sommes folles, sans aucun doute. Sommes folles dont les artistes toucheront 3 cacahuètes, un petit peu comme pour le streaming, j'imagine, voire pire. Sans doute pire. Et c'est pour ça que finalement, j'aimerais que Udio et Suno gagnent leur procès, parce que ce qui vient derrière, s'ils perdent, ça me paraît pas franchement plus sain en réalité. C'est même justifier un fonctionnement qui serait un renforcement de ces boîtes, en tout cas, et quelque chose qui serait un peu exclusif, pas forcément réjouissant, effectivement. Epic, Guillaume, qui voudrait, bouleverser la manière dont on fait de la conception 3D, quelque part. Bah, toujours Epic grossit, et tellement qu'il pourrait devenir une menace pour la préservation du patrimoine mondial. Mais pourquoi donc ? En fait, Epic rachète plein de monde depuis des années. Ils ont racheté Quixel, ArtStation et Sketchfab récemment en 2021. Tout ça pour avoir un magasin de modèles 3D absolument énorme, de modèles 3D, de textures et compagnie, pour accompagner le moteur Unreal Engine. Et ce magasin, il va donc unifier tout ce qu'on a acheté précédemment sur diverses plateformes dans un seul magasin qui s'appelle Fab. Le souci, c'est que Fab fonctionne pas exactement pareil que Sketchfab, techniquement et au niveau des licences aussi. Or, sur Sketchfab, tu as énormément de contenu gratuit, et donc du contenu scientifique, des modèles de pièces de musée, d'animaux en voie d'extinction, de temples grecs, de statues égyptiennes. Et la communauté scientifique s'inquiète un peu parce qu'elle publie du contenu gratuit, qui d'ailleurs ne peut être que gratuit, puisque c'est de la recherche publique. Epic a déjà répondu à pas mal de ces inquiétudes, le contenu gratuit est bien sûr le bienvenu sur Fab, mais il subsiste encore des points flous, Il semble que certaines licences ouvertes ne soient pas encore supportées sur Fab, et celles par exemple qui n'autorisent que des usages non commerciaux. Il y a aussi des problèmes de texture parfois, puis le format Collada n'est pas supporté, le format Collada qui était beaucoup utilisé à une époque, mais qui devient un petit peu vieillot, il n'est plus trop utilisé maintenant. Et les conversions sont pénibles, pas forcément parfaites, il faut tout réuploader, c'est le bordel. Epic dit qu'il fera le maximum, mais il est probable que la transition soit pas à 100% transparente. À quel point elle sera acceptable, ça reste encore à voir, et c'est un épisode qui montre aussi à quel point une plateforme peut rentrer dans les mœurs et devenir tellement familière pendant si longtemps qu'on la prend pour acquise. Alors que rien n'est permanent, sur Internet, pas plus qu'ailleurs. Sketchfab existe depuis 13 ans, et là c'est fini, voilà. Epic pourra-t-il accueillir tous ces rhinocéros 3D qui sont en voie de disparition, on l'espère. À suivre, on continue là, tu nous parlais de Clay pour Universal, avec donc une organisation en interne, enfin en tout cas une organisation, un développement organisé de l'utilisation de l'IA générative. En tout cas, c'est ce que voudrait faire aussi Disney pour l'organisation un petit peu des ressources technologiques en interne, mais au sens large chez Disney. C'est une mini-news sur Disney qui se dote d'un groupe spécialisé dans la réalité augmentée, mixte et l'intelligence artificielle. Donc c'est le groupe Hype, avec tous les mots qui buzzent dedans. C'est le groupe Buzz. Ils ont fait ça, le Office of Technology Enablement, qui devra aider tout le reste des unités Disney donc à adopter la VR et l'IA, un groupe qui devrait quand même atteindre les 100 personnes à terme et qui sera dirigé par Jamie Voris, qui est donc ex-CTO de la division technologie des studios. Donc on pourra avoir plus de production de Disney en VR, peut-être, plus de films en 360 ou en relief, pour les Vision Pro par exemple. Alors Disney Plus est disponible d'ailleurs pour le casque, qui a un besoin urgent de contenu, pour que les quelques clients qui l'ont gardé le sortent du tiroir, Alors le Vision Pro c'est mal vendu, c'est pas un secret.
C'est pas non plus une surprise vu son prix. Cela dit, justement, il se murmure qu'un Vision moins pro serait en cours de finalisation avec un prix moins cher, qui serait aux alentours de 2000 $, le prix d'un portable Apple, en somme. Alors, est-ce qu'à 2000 $, la révolution pourrait-elle prendre? Est-ce qu'avec le Mandalorian en 3D, ça pourrait prendre? Est-ce qu'avec Taylor Swift en 3D, ça pourrait prendre? Oui, là, tout de suite, peut-être, non? La réponse est totalement non. Euh, Je ne crois pas, mais oh, bon, c'est ma conviction. On continue avec un nouveau film, Guillaume, de Robert Zemeckis. Oui, puisqu'on parle de show business, on peut mentionner Here, un film de Robert Zemeckis qui met en scène Tom Hanks et Robin Wright, et je m'en remets pas, ces deux acteurs ont respectivement 68 et 58 ans. Oh là. Et oui, l'époque de Forrest Gump est très très loin, et disons que Tom a plus trop la tête d'un jeune marié idéal. Hein. Ouais. Alors pour Here, l'histoire d'un couple qui se passe sur une période de 60 ans, il va faire, dans l'ancien temps, c'est-à-dire il y a 3 ans, on aurait juste pris plusieurs acteurs pour les époques différentes. Mais là, non, on est en 2024, et donc pas du tout. Tom et Robin vont tout faire, ils seront rajeunis par IA, comme Harrison Ford avec son cadran de la destinée. C'est même fait en temps réel ici. Il y a une boîte qui s'appelle Metaphysics, qui a un système qui montre sur un second moniteur la version rajeunie ou vieillie en temps réel, hein, que quand on filme directement les acteurs. Les modèles ont quand même été spécifiquement entraînés sur les visages des acteurs, évidemment, et sur une variété de leurs expressions faciales. Et après quoi, tout est automatique. Ce qui est très rassurant pour la pérennité de leur image dans le temps. Ils peuvent mourir maintenant, tu vois, on pourra générer n'importe quel film. Mais absolument, absolument. Alors, on peut faire la même chose à une image de synthèse traditionnelle, hein. On peut vieillir des gens en post-production ou les rajeunir, hein. Mais ça prend énormément de boulot. Là, c'est extrêmement simple. Pour faire Benjamin Button, on se souvient alors, je me souviens. Non, en fait, je me souviens pas du tout du budget de Benjamin Button, mais bon, voilà, ça coûtait très très cher et c'était très 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 long de faire ça pour un seul personnage. Pour 2 personnages en plus, puisqu'il y a les deux, il y a le couple. Bon, je veux dire, on aurait eu un budget qui est bien supérieur à 50 millions de dollars, qui est le budget de ce film. Hein. Zemeckis a même dit qu'il était impossible à faire il y a 3 ans. Ce qui est faux, techniquement, puisque c'est quand même pas la première fois qu'on fait un film avec des gens... on prend juste plusieurs acteurs, quoi. Tu prends un mec qui ressemble et qui est plus jeune, et puis ça marchait très bien. Ça marchait très bien pendant des décennies, cette histoire-là. Mais là, bon... T'avais pas le même jeu d'acteurs. Ce serait effectivement pas exactement le même film. Si t'avais plus plusieurs acteurs et plus de maquillage, ça aurait pas été exactement le même film, avec exactement les mêmes voix, les mêmes acteurs, tout ça. Bon, c'est intéressant à voir, justement... Est-ce que vous croyez que c'est un film... Est-ce que c'est justement un film qui est d'un nouveau genre, qui n'aurait pas pu être fait, vraiment, exactement comme ça? Donc est-ce que c'est une innovation, ou est-ce que c'est juste, on aurait très bien pu le faire avec plusieurs acteurs, et finalement c'est juste du gadget, cette IA? C'est intéressant de réfléchir là-dessus, je trouve. En tout cas, c'est assez émouvant de revoir Tom Hanks jeune, comme il y a 30 ans. Émouvant et étrange aussi, un petit peu. Bien sûr, c'est possible, évidemment, parce qu'il y a pas mal d'historique aussi, j'imagine, pour lui en matière de cinéma. Moi, je fais partie de ceux qui disent que c'est une nouvelle étape, tu vois, mais bon, c'est ma vision optimiste du sujet. Une innovation chez Prime Video, Guillaume. Ils ont toujours, je dois dire, il y a toujours des petites fonctions assez cool chez Prime Video au passage. Non pas que je consomme énormément de contenu chez eux, mais bon. Et évidemment, c'est propulsé à l'intelligence artificielle cette fois, Guillaume. Amazon va lancer une nouvelle fonction très pratique pour moi, en fait. Je sais pas vous, mais moi, les séries, ça me gonfle. C'est trop long. Dès qu'on commence, on sait qu'on en a pour 15 heures ou 30 heures. C'est pas possible. Oh. Et puis j'oublie. C'est mon problème, ça j'oublie. Moi, je regarde une série, même si je trouve ça cool, là, ça se termine 1 an, voire 2 ans plus tard, la saison suivante arrive. Moi, j'ai tout oublié. Je suis plus du tout dans l'histoire. C'est vrai, par contre, moi, c'est vrai, ça. Tu vois, rien du tout. Qui sait? J'ai vu ça, moi. Bon. Amazon, du coup, merci à lui, a sollicité ses modèles de langage pour rajouter des résumés dans ses fonctions X-Ray. Donc il y aura un X-Ray Recap qui vous donnera des résumés des épisodes précédents, des saisons précédentes, voire de l'épisode en cours, si vous avez arrêté au milieu. Donc c'est des résumés que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez sélectionner la période de temps. C'est des résumés personnalisés pour votre trou de mémoire à vous. Et ça, c'est sympa. L'outil, je cite, analyse divers segments vidéo combinés à des sous-titres ou à des dialogues pour générer des descriptions détaillées d'événements, de lieux, d'heures ou de conversations clés. Malgré ça, Amazon dit aussi qu'il évite les spoilers, je vois pas comment du coup. Ah, c'est clair. Et que le tout restera concis. Et ça c'est bien, j'aime la concision. Peut-être que ça marche, donc du coup, avec les films, tu vois, les films genre Sixième Sens, je serais curieux de savoir comment ils le résument le truc par exemple, justement. Allez, on continue avec... C'est un mec, il est mort. Attends, il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu, Guillaume, oh là là. Non, mais il y avait inscription là, non. On va pas le refaire.
On continue, Guillaume, avec... allez, on va plutôt parler un petit peu des data centers et puis leurs impacts au pluriel écologique. Ben ouais, l'IA, c'est béton, littéralement, hein, pour conserver la suprématie sur l'intelligence artificielle. Les États-Unis vont dépenser 1000 milliards de dollars, tout confondu, prix public, privé, tout ça. Et alors, aux États-Unis, il y a déjà 5000 data centers, hein, et dans ces 1000 milliards, il y a beaucoup de data centers qui vont pousser un petit peu, puisqu'on s'attend à en voir 450 nouveaux arrivés par an jusqu'en 2030. Dans le monde, il y a 10 000, il y en a déjà 10 000 de data centers, hein, et dans les 5 prochaines années, on en rajoutera encore plein, des centaines, peut-être des milliers, et on rajoutera dans les 26,5 millions de mètres carrés de surface. Donc data center et trucs attenants. Hein. Et tous ces mètres carrés, ils seront entourés par des murs en béton. Parce qu'on l'oublie facilement, mais le cloud, en fait, il est méga lourd, il est méga mastoc, parce qu'il est en métal et en béton, principalement. On conçoit sans problème qu'un data center, ça consomme de l'énergie, hein, que ça peut être problématique pour les émissions de CO2, on pense moins que ça consomme aussi par la construction. Parce que la construction, tout ce qu'il y a autour, la construction qu'il y a autour, le béton, ça demande énormément de ressources et beaucoup d'énergie. Alors au kilo, pas tant que ça, en réalité, l'acier a un impact carbone 2,5 fois plus important que le béton, mais le béton, on en utilise vraiment, vraiment beaucoup, dans les 35 milliards de tonnes par an. Et comment on fait du ciment ? Bah écoute, je l'ai découvert parce qu'en fait, je me pose la question, ouais, c'est quoi ? Je pensais spontanément c'est des pierres écrasées, mais ça doit pas être ça. Bah presque, on prend des grosses quantités de calcaire et on va les chauffer très fort avec d'autres minéraux, des argiles, des aluminosilicates et tout. Bon, il y a des recettes, quoi, on va chauffer ça, mais on va chauffer ça vraiment très fort, c'est-à-dire genre 1500 degrés quand même, hein, donc on chauffe très très fort. Et après, une fois qu'on a chauffé tout ça, on a ce qu'on appelle le clinker. Le clinker, c'est des espèces de blocs, de morceaux, de cailloux un peu cramés comme ça paye pas de mine. Et ce clinker, il est broyé, puis on va rajouter des additifs, et ça, c'est ça qui fait le ciment. Donc non seulement le processus utilise beaucoup d'énergie, parce que y a des fours, quoi, voilà, 1500 degrés, il faut les sortir, mais en plus, les réactions chimiques lors du processus vont en dégager aussi. La moitié du dioxyde de carbone dégagé, c'est la chimie du béton. C'est ce qu'on appelle la calcination. Donc c'est la zone, hein, parce que voilà, on ne peut pas se passer du béton. Mais il n'est pas super écologique comme matériau. Et pour capturer tout ça, pour capturer tout ce qui est ne serait-ce que produit pendant la calcination, il faut faire des motions de recapture qui sont compliquées, lourds et super chers. C'est le problème de la recapture du CO2, c'est que c'est extrêmement cher pour le moment. Et c'est pour ça qu'il commence à y avoir des alternatives, des bétons alternatifs qui soient moins énergivores et surtout aussi qui dégagent moins de CO2 dans leur chimie. Il y a des Suisses qui ont inventé le LC3, qui change la chimie et qui réduit de 30 à 40% l'impact de la matière. Il y a des initiatives de recyclage du béton aussi. Puis il y a d'autres idées pour faire du béton à partir de cendres, à partir de divers trucs qui nécessitent de moins chauffer, tout simplement, et qui en dégagent moins de base. Évidemment, il y a aussi la possibilité d'optimiser l'usage de la matière avec des structures géométriques différentes qui peuvent faire des structures aussi solides mais avec moins de matière, et faire de l'impression 3D, etc. Mais le béton, c'est dur. Et oui, ce béton, c'est très très dur. C'est un problème qui est difficile, auquel on ne pense pas forcément, et pourtant, la demande n'a jamais été aussi haute. Et l'IA aussi arrange pas trop les choses d'ailleurs, même si évidemment c'est une problématique qui est beaucoup plus large que ça. Évidemment, consommation d'énergie toujours en mode record et qui continue d'ailleurs aussi en Russie, a priori, où il est question de continuer de miner du Bitcoin, j'ai l'impression, Guillaume. De moins en moins, parce qu'il y a 2 petites news sur la Russie, effectivement, qui déchantent après avoir autorisé, voire encouragé le minage des bitcoins dans le pays, et parce que dans certains endroits, ça pompe tellement que ça fait sauter les plombs de la grille et du voisinage aussi. Le bitcoin, c'est une manière de faire du pognon et de passer des fonds en douce un petit peu, en esquivant les sanctions, peut-être, mais ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup trop, et une grille qui est déjà à saturation, alors dès novembre, le minage sera interdit dans certaines régions, comme le sud-ouest de la Sibérie, le sud et l'extrême-orient. En 2 ans, les mineurs ont à eux seuls augmenté la consommation de 14%. Et pour résoudre le problème, l'argent, ça suffit pas. Il faut du temps, aussi beaucoup de temps pour étendre des capacités de production dont beaucoup sont héritées de l'époque soviétique. Alors c'est dommage parce que l'argent, si Google paye son amende à la Russie, la Russie, elle va avoir assez d'argent jusqu'à la fin de l'univers. La Russie a condamné Google à payer 200 trillions de gazillions d'occasion du lion. Non, je sais pas. Le chiffre est pas prononçable. C'est un chiffre qui fait 34 zéros. 34 zéros, c'est un chiffre qui n'existe pas et qui a pourtant une logique, bien sûr. Et la logique derrière ce montant farfelu, c'est la logique implacable de l'exponentielle, puisque en 2020, Google avait été condamné à 100 000 roubles d'amende, et ça doublait toutes les semaines. Et donc, 200 semaines plus tard, ça commence à faire cher.
Alors, c'est purement symbolique, hein, et la condamnation originale vient de l'éviction des médias pro-Kremlin sur YouTube. Mais Puis en ça va 2000 continuer à croître en plus. Ah ben ça va continuer, oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah, après, ils sont plus à ça près, je pense. Mais bon, en 2022, il y avait 17 chaînes qui étaient écartées et il y a eu 1000 chaînes qui ont été virées après l'invasion de l'Ukraine. Ouais. Et l'amende astronomique, c'est un moyen d'attirer l'attention de Google. Google qui est bien conscient de tout ça et qui, à mon avis, s'en fout complètement. Parce que il a quitté... Alors là, il a quitté la Russie en 2022, puis il n'y a plus personne là-bas pour payer quoi que ce soit, ou pour être emprisonné pour une durée proportionnelle à l'amende. Donc emprisonné bien après la mort de l'univers qui viendra après notre univers. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est vrai. C'est complètement ubuesque, effectivement. Mais il y a une logique derrière et c'est important de la rappeler. Et Guillaume, OpenAI qui pourrait bien s'équiper avec ses puces. Oui, OpenAI va avoir ses propres puces depuis longtemps et c'est normal parce que tout le monde a les siennes. Je veux dire, Tout le Amazon monde, a ses bien sûr. Trainium, Microsoft il a ses Gaia, Google a ses Tensor Core. C'est TPU pour être précis. Alors quoi? OpenAI, il s'en gaze? Non, il veut ses Bah puces ouais. aussi. Voilà. Alors, à une époque, il voulait carrément des usines à lui de production, et pour des montants très raisonnables, puisqu'il y avait le montant de 7000 milliards d'investissements qui avaient circulé, avant d'être démenti quand même. Et pour le coup, oui, fabriquer des puces spéciales pour OpenAI, c'est toujours d'actualité. Par contre, c'est Broadcom qui va se charger du design et TSMC de la fabrication. Faut pas déconner, on reste sur des valeurs sûres. Et ces puces seraient spécialisées dans l'inférence, c'est-à-dire l'utilisation quotidienne des modèles et pas l'entraînement, qui est un processus autrement plus lourd et plus coûteux. Enfin, l'entraînement est très coûteux, mais c'est one shot. Après, les modèles peuvent être utilisés pendant des années et des millions de personnes. Donc même si c'est moins cher, je veux dire, à l'usage unique, ça fait une quantité de calcul cumulée qui est par contre monumentale. Et donc c'est bien de confier ça à des composants qui sont efficaces et prévus vraiment pour ça. Et d'ailleurs, il commence à y en avoir plein, des trucs qui sont vraiment dédiés à l'inférence. Il y a Grok, qui était un des premiers qui est arrivé, qui est extrêmement efficace pour ça. Il y a Cerebras aussi qui se met un peu là-dedans, et c'est presque reconverti finalement dans l'inférence. OpenAI ne demanderait donc pas à Broadcom de créer du jour au lendemain des concurrents au Nvidia B200, les trucs de fou là. Bon, c'est un petit peu présomptueux quand même parce que c'est pas si évident. Par contre, créer des sortes de Tensor Core personnalisés ou des architectures modulaires, peut-être à la Grok d'ailleurs, pourquoi pas. Et ça leur permettrait, par effet d'échelle, de faire des économies, surtout si on imagine que ChatGPT va être adopté par encore beaucoup plus de personnes dans un futur très proche, voilà, forcément. Bien sûr, on continue d'ailleurs avec les entreprises qui sont à fond dans le matos, avec Siemens qui procède, oui, à un rachat, Guillaume. Ouais, Siemens, l'énorme boîte allemande, va racheter Altair Engineering, la multinationale américaine, qui crée principalement du software pour l'analyse de données, la simulation et l'intelligence artificielle. C'est une énorme acquisition pour Siemens, puisque c'est quand même 10,6 milliards de dollars. Ah ouais, putain, j'avais pas en tête du tout ces ordres de grandeur, ok. Ah non, c'est massif. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il l'a racheté, c'est parce que justement ça lui donne donc une grosse expertise en intelligence artificielle et ça fait de lui un acteur majeur de la simulation, quoi. Donc il a acheté même bien au-dessus du prix du marché, ils l'ont acheté 18,7% au-dessus du prix de l'action. Mais avec Altair, Siemens va se placer directement en face de Dassault Systèmes en France ou MathWorks qui fait MATLAB d'ailleurs par exemple. Donc Siemens dit que le marché de la simulation est de 10 milliards de dollars et il va croître 10% par an sur les 5 années à venir. Et grâce à cette acquisition, il va passer de numéro 4 à numéro 2 sur le secteur de la simulation, quoi, haute performance. Quoi. Et c'est sur vrai que le c'est des long marques terme, auxquelles on pense pas forcément, c'est marrant parce que tu me le remets là, mais je l'avais pas forcément en tête. Non, mais d'ailleurs, il a acheté 10 milliards de dollars, mais il laisse compte, si tu veux, que sur le long terme, l'acquisition d'Altair lui rapporte 1 milliard de dollars par an. Wow. Ce qui fait que, sur le long terme, dans 20 ans, ce sera largement amorti, quoi. Bah écoute, c'est marrant de voir ces marques qui continuent à avoir une actualité et à être aussi puissantes quelque part. Là aussi, toujours aussi puissant, qui repousse les limites, c'est le domaine de la robotique avec Boston Dynamics, Guillaume. Oui, rapidement, on peut mentionner une nouvelle vidéo du nouvel Atlas, le robot tout électrique de Boston Dynamics, qui nous fait une démonstration de sa capacité à déplacer des trucs d'un endroit à un autre, mais sans jamais se retourner. Voilà, c'est toujours le plus produit d'Atlas, de ne pas se mouvoir comme un être humain. Le robot prend un truc, c'est une espèce de pièce de bagnole, donc d'une étagère, et il le pose sur une autre étagère qui est à 3 mètres plus loin. Je sais, dit comme ça n'a pas l'air très très foufou, je reconnais.
Mais il fait ça en mode autonome et c'est assez robuste. C'est-à-dire que le robot peut réagir. Alors déjà, les étagères, en fait, c'est des logements. C'est-à-dire ces espèces de, tu vois, des petites fentes comme ça. Il prend un truc dans une fente et il le remet dans une autre fente, dans une autre étagère plus loin. Et le robot peut réagir à des changements dans l'environnement, à des problèmes. Par exemple, si ça rentre pas, si un truc passe devant l'étagère, tout ça, il va s'agenouiller, comme nous, pour prendre les trucs les plus bas, il va s'agenouiller pour prendre un truc dans l'étagère, et puis voilà, peinard, il vide une étagère pour en remplir une autre. Et c'est assez marrant parce que c'est assez naturel, et même assez naturel, comment dire, même quand il se gourre, quand il se viande. Parce qu'à un moment, il se viande, à un moment, il vise mal et ça rentre pas. Boum, c'est boum, bonk, ça rentre pas dans le logement. Parce que les étagères, ça, c'est des fentes relativement fines, on va dire. Il faut quand même bien maîtriser le truc, parce que c'est comme s'il déplaçait une espèce de grosse assiette et qu'il la mette quoi, dans une espèce de fente. Des espèces de lèche-frites. De 10, de 10 cm de large, quoi, tu vois. Et donc, il faut quand même une certaine habileté, on va dire, pour un robot. Et donc, à un moment, boum, ça marche pas. Et donc, il regarde comme ça, il vise bien, il vise mieux, il se réoriente et hop, il réinsère. Comme nous, en fait. C'est parce que moi aussi, je pourrais pas y arriver. Et c'est assez marrant. Donc, voilà, il se cogne dans le coin, il regarde un petit peu, il rentre en douceur la deuxième fois, quoi. Donc c'est marrant de voir que, de manière totalement autonome, il y a une certaine robustesse dans le truc, quoi. On aurait aimé voir ce genre de démo pour Optimus, par exemple, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. Quand il se gourre on a l'impression que ça lui fait peur. Enfin, tu vois, quand il y arrive pas on a l'impression qu'il est surpris. Oh merde, ça, c'est trop mignon. Oh merde, je suis un robot. Comment est-ce que je peux commettre une erreur pareille? Enfin, diantre. Peut-être qu'il a honte. Mais par contre, la tête est devenue... enfin, je trouve que le rendu, globalement, peut-être que c'est moi qui me suis habitué, hein, mais j'ai l'impression que les vidéos de Boston Dynamics, désormais, font plus rigolotes et impressionnantes que impressionnantes et effrayantes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, le côté effrayant ne ressort plus autant qu'avant. Et puis, il a ce côté un peu ridicule de marcher à l'envers, à l'endroit, de manière assez souple. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une frontière qui est passée, qui est franchie maintenant. Est-ce que ça continue à te faire peur, toi, les vidéos de Boston Dynamics, ou est-ce que tu continues aussi à... Les vidéos d'un gars qui prend une lèche frite et qui la met 3 mètres plus loin, non, pas tellement, hein, honnêtement. Ça va. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas les plus impressionnants, effectivement. On continue avec Intel, Guillaume. Alors bon, Intel, on va se poser un peu. Ils vont bien, ils vont pas bien, ils vont mal, ils vont très mal, ils vont très bien. On en est où? Je suis paumé. Oh là là, on en parle un peu toutes les semaines, ou presque. Ah oui, ils c'est pour traversent ça. une passe difficile. Hein. On a un peu connu mauvaises nouvelles d'ailleurs la semaine dernière. Ils voulaient vendre pour 500 millions de leurs accélérateurs Gaudi 3, Intel, là, et puis la semaine dernière, on a appris qu'ils n'allaient pas y arriver. Et pourtant, les Gaudi 3, c'est un accélérateur pour l'intelligence artificielle, un truc qui normalement se vend comme des petites chocolatines tièdes en matin de messe, tu vois, un truc qui fait de Nvidia le roi du monde en ce moment, hein, les accélérateurs. Ben non. Même pas 500 millions, ce qui est relativement modeste hein, pour le secteur quand même. Alors, à front suprême d'ailleurs, Intel vient aussi d'être retiré du Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'est un petit peu comme notre CAC 40, hein, ça regroupe 30 des plus grosses valeurs cotées aux États-Unis. C'est le plus vieil indice boursier du monde et pendant 25 ans, Intel en a fait partie et plus maintenant, et il sera remplacé par qui donc? Par Nvidia. C'est symbolique, oui, c'est hyper symbolique. Bon, après, l'action Intel a perdu la moitié de sa valeur. Bon, c'est aussi pour ça qu'ils décident de prendre une valeur qui est peut-être plus représentative, on va dire, de la dynamique du marché du semi-conducteur, quoi. Alors Intel, c'est la saison des résultats financiers, donc allons-y aussi. Hein. Intel a fait un chiffre d'affaires de 13,28 milliards ce trimestre, donc en baisse de 6% sur un an, et il a démis une perte nette de 4,6 milliards, ce à quoi se rajoute le coût de la restructuration à 5,6 milliards, et des impôts qu'Intel estime à presque 8 milliards, d'ailleurs c'est même énorme je trouve, mais... Et tout ça, ça fait quand même dans les 17 milliards de pertes. Ce qui est beaucoup. On peut parler de résultats catastrophiques, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Cela dit, la restructuration, les licenciements, tout ça, du coup, c'est derrière lui. La séparation d'avec Mobileye aussi, qui perd énormément de blé, hein, d'ailleurs, c'est fini. En gros, le plus douloureux de la transition est passé. Et d'ailleurs, si on regarde les courbes des revenus des diverses divisions, elles ont cessé de baisser. Hurrah! Donc, si on en croit Bad Gelsinger, le trimestre aurait pu être pire. Et Intel est désormais prêt à vivre le reste de sa vie, voilà, le vivre en mode Angstrom. C'est pas si mal. C'est rien de ça. Et donc ils ont le 18 Angstrom, le 18A en ligne de mire, hein, des seuls en pâte, c'est un truc qui fonctionne très bien, et à la fin de la décennie, Intel compte bien faire 15 milliards en prestations de fabrication pour des clients tiers, des clients du monde entier. Soit grosso modo le volume d'ailleurs qu'Intel lui-même demande à Intel Foundry pour fabriquer ses propres puces, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'Intel il est désormais bicéphale. Il y a Intel et Intel Foundry. Il y a
conception d'un côté, fabrication des puces de l'autre. Donc si ça se confirme, ça veut dire qu'Intel pourrait doubler ses revenus de fabrication, Intel Foundry pourrait doubler ses revenus de la fabrication en s'ouvrant à d'autres clients. Avec 30 milliards effectivement de chiffre d'affaires, ça pourrait tout à fait être rentable. Bon, écoute, espérons. Ouais, on lui souhaite. En tout cas, ça continue au niveau de Pat Gelsinger qui continue à faire évoluer les choses. Il cherche des amis, Guillaume. Oui, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas super costaud et que tu te fais bolosser dans la cour du collège, tu cherches d'autres victimes, comme toi, pour faire un gang et se venger un soir sur le parking du Leclerc. Non, pardon, je m'égare. Trop de souvenirs. Mais bon, c'est un peu la situation d'Intel. Il pèse plus si lourd au niveau mondial. En termes de production de semi-conducteurs, il y en a d'autres qui galèrent. Il y a Samsung. Et Samsung, il est quand même pas si mauvais au niveau ingénierie, par contre. Il a déjà des process à 2 nanomètres qui sont quasi prêts, des transistors nouvelle génération, il galère sur les rendements, c'est vrai, mais niveau ingénierie, c'est pas mal, c'est même plus avancé que TSMC finalement. Et Intel sera en négociation avec Samsung pour former un partenariat, sous-entendu contre TSMC, en partageant recherche et savoir-faire. Ça pourrait être profitable sur le long terme, pour concurrencer un monstre comme le taïwanais, ce qui est pas si simple. Donc Intel, lui, évidemment, il a déjà son 18A tout prêt, mais enfin, il va devoir faire ses preuves sur la durée, parce que tout le monde a ses habitudes chez TSMC. Et TSMC, en plus, il est très susceptible, donc faut faire attention. Alors, je dis pas ça, je rigole même pas, parce qu'il paraît que Pat Gelsinger aura fait des commentaires un petit peu désobligeants, enfin, en tout cas, qu'ils ont trouvé désobligeants, et il aura dit que Taïwan, c'est pas très stable, c'est un peu la zone, c'est un peu dangereux avec la Chine à côté, tout ça. Et du coup, le CEO de TSMC aurait pas apprécié, et du coup, il lui aurait fait payer cash la fabrication de leur dernière puce, et les Core 200 qui sont fabriqués chez eux. Et c'est pas rien, parce que TSMC était prêt, vu les volumes, à faire une ristourne de 40%, et finalement, rien du tout. Donc ils sont payés plein pot, quoi. Et ça fait mal. Et d'ailleurs, dernier point, puisqu'on y est, ces cœurs Lunar Lake, donc les cœurs qui ont été faits par TSMC, sont aussi intégralement... Enfin, ils sont aussi, d'un seul truc, quoi. C'est-à-dire, ils ont la RAM intégrée, comme les Mac M1, M2, M3, la RAM est intégrée dessus, quoi. Alors, c'est bien pour la compacité pour la bande passante, qui est énorme, du coup, pour le processeur, mais ça a aussi des inconvénients majeurs. Alors, en premier lieu duquel, pour moi, évidemment, c'est la non-évolutivité de la machine, puisque voilà, si vous achetez une machine avec 8 Go de RAM, elle aura 8 Go pour l'éternité. Mais le patron d'Intel, il aime pas trop non plus parce que c'est très cher. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ils réitéreront pas cette histoire, et c'est une question de prix et de complexité. Les Lunar Lake leur ont coûté bonbon. En gros, c'est des puces super luxe, qu'ils ont dû payer cash, du coup, plein pot, à TSMC. Et c'est plein de chiplets empilés les uns sur les autres, et donc ça chiffre très vite. Et apparemment, plus aucun Lake, plus aucune puce d'Intel, et donc en 2025, il y aura des puces comme normales, enfin je veux dire normales. Normales de mon point de vue, c'est-à-dire avec la RAM séparée, quoi. Et 2025 sera donc une grande année pour 2025 sera donc une grande année pour Intel, ça passe ou ça casse, et on espère que ça passera quand même. Ok, on continue avec notre rubrique matérielle, Guillaume. Oui, alors il y a un truc rigolo, parce que tu sais que voilà, les Américains, ils aiment pas trop, ils font un embargo sur sur la technologie pour essayer de faire en sorte de ralentir un petit peu la Chine dans sa technologie. Et donc, bon, TSMC, il n'est pas supposé vendre de sa technologie aux Chinois. Ben oui, bien sûr. Le truc, c'est que il est suspecté, là, de vendre sous couverture aux Chinois. Il est suspecté de vendre des puces pour téléphone, processeur et ou des puces 5G à un prestataire qui, lui, les revendra à Huawei. Et ça expliquerait aussi la grande maturité technologique des derniers Mate 60. Comment ils peuvent avoir des puces 5G de ce calibre ? En fait, c'est des puces TSMC qu'ils ont achetées, sous couverture. Par une société écran, globalement. TSMC est suspecté de faire pareil pour les puces IA, d'ailleurs, avec Huawei, qui sont devenus le premier choix dans le pays, puisque Nvidia, officiellement, est interdit, donc en Chine. TSMC s'en défend, on est sûr de rien. Peut-être ils savaient, peut-être ils ne voulaient pas savoir, c'est pas trop. Donc c'est difficile à dire, il va y avoir une enquête, ça place TSMC dans une position étrange quand même, puisqu'il pourrait être sanctionné financièrement, et surtout la confiance pourrait être écornée. Or, TSMC, il construit des usines aux États-Unis. Il va bientôt produire une partie des puces d'Apple là-bas. Il a palpé énormément d'argent du CHIPS Act d'ailleurs, et il est en partie subventionné par le gouvernement américain, dans les faits. Est-ce que ça va changer quelque chose sur cet argent-là ? Comment les États-Unis vont se comporter si TSMC les a, entre guillemets, trahis en connaissance de cause ? Surtout que la solution de rechange, Intel, on en a parlé longuement, elle n'a pas encore fait ses preuves, même si on espère évidemment qu'elle va les faire. Après, peut-on se passer de TSMC, qui fabrique les puces pour tout le monde, et même les derniers processeurs Intel ? C'est très dur.
TSMC, c'est 20 milliards de bénéfices nets ce trimestre, hein, c'est presque 50 milliards de revenus et c'est en augmentation constante. Et c'est en partie à cause de la folie de l'IA, évidemment. Et on le voit nettement hein, dans la courbe des revenus, le secteur HPC, c'est-à-dire le High Performance Computing, on voit que c'est lui qui explose, quoi, hein, les smartphones étant relativement stables depuis 2020. TSMC est assez prudent d'ailleurs, hein, il limite ses dépenses volontairement au cas où. Son trésor de guerre d'ailleurs ne fait qu'augmenter. Hein. D'ailleurs, un autre détail intéressant sur les chiffres de TSMC, qui est plutôt marrant, c'est la part de chaque process dans ses revenus. Parce qu'à la différence d'Intel, qui ne produit que des puces sur les process récents, hein, TSMC, lui, il produit de tout, pour tous les usages, et donc il continue à produire des puces qui sont gravées en 90, 110, voire 130 nanomètres. À l'ancienne. Des puces carrément à l'ancienne, des puces vintage, même, littéralement. Le tout dernier process, le 3 nanomètres, il représente que 20% du chiffre d'affaires total. Le 4 nanomètres en représente 32 et le 7 nanomètres encore 17%. Mais les process anciens, vraiment anciens, hein, comme les 16, 17 nanomètres, représentent 15% des revenus et les 180 nanomètres encore 4%. Mais qui a encore besoin de ça? Alors, c'est vrai que 180 nanomètres, c'est un process d'il y a 25 ans. On gravait les Pentium 3 comme ça en 180 nanomètres, c'est 25 ans. Mais alors, qui en a besoin? C'est simple. Hein. Par exemple, quand tu fais des microcontrôleurs pour les automobiles, pour faire de l'électroménager ou des choses comme ça, t'as pas besoin de 20 de puissance. Et en fait, il y a une énorme demande là-dessus. Il y a près du quart des revenus de TSMC qui proviennent de process qui ont plus de 15 ans. C'est loin d'être négligeable, hein. C'est 5 milliards de dollars tout ça. Et puis personne ne voudra le faire à la place de TSMC. C'est ça qui est fabuleux. C'est que, en fait, TSMC n'est pas le seul à profiter de ça, et il y a même la Chine qui va venir en force là-dessus. La Chine va augmenter ses capacités de production pour ses process dits matures, et il pourrait avoir 25% du marché des vieux processus, quoi, sur les vieilles usines à fin 2025. Il n'y a bien que la Chine pour faire ça, forcément. La Chine, ils ont du mal, si tu veux, sur les tout derniers process. Hein. Bon, ça avance lentement. Mais sur les vieux, ils maîtrisent. Et comme c'est les Chinois, bon, voilà, à la chinoise, on va dire, ils y vont à fond, quoi. Donc les plus grosses croissances seraient sur les process 22 et 28 nanomètres. Ils y vont tellement à fond qu'ils font comme d'habitude, quoi. Ils construisent d'abord à fond et en énorme masse, et puis ils réfléchissent après. Donc ils pourraient doubler leur production et inonder le marché, avec à la clé un effondrement des prix et de grosses difficultés pour les concurrents, surtout. Et c'est une vraie menace. Que si les Chinois inondent le marché avec des process matures comme ça, c'est une vraie menace pour beaucoup de monde, parce qu'il y a y a des Américains et des Européens qui en fabriquent de ces process-là, encore. Hein. Et donc c'est une menace dont l'Europe et les États-Unis sont bien conscientes. Il y a Gina Raimondo, par exemple, la secrétaire générale du commerce, qui dit que ça pourrait causer une distorsion du marché massive, et que la Chine pourrait produire 60% des puces, disons, basse performance, quoi, d'ici quelques années. Incroyable, hyper intéressant de voir que le combat se joue aussi sur ces process-là. On va terminer cet épisode, Guillaume, avec un espoir, New Hope, que tu nous dessines pour plus de lithium, c'est ça? Et même plus respectueux de l'environnement? Est-ce qu'on finirait pas par une bonne nouvelle quand même, hein, des chercheurs de l'université du Queensland et Melbourne donc, ont trouvé une manière, par microfiltration, et un autre truc, mais j'ai pas compris le mot, pour extraire du lithium et du magnésium de sources d'eau salée en montagne et dans certains déserts. Donc c'est des saumures, qui est des eaux, de saumures, quoi, des eaux salées, difficilement accessibles souvent, qui contiennent du lithium et du magnésium, et c'est difficile en général de séparer les deux éléments. Et avec cette méthode, tu filtres, et donc du coup ça donne de l'eau douce, hein, tu pollues pas, ça donne juste de l'eau douce, et tu récupères séparer le lithium et le magnésium. Donc ces ressources dans l'eau salée sont en fait énormes, et c'est un moyen relativement doux de l'extraire, ça pourrait donner une super alternative aux méthodes traditionnelles. On sait bien que le lithium, ça va être un des métaux les plus demandés et utilisés ces prochaines années, donc avoir de nouveaux moyens de s'en procurer des quantités qui ravagent pas l'environnement, c'est une super nouvelle. Enfin une super nouvelle. Ah écoute, de terminer par une belle nouvelle comme ça me réjouit. Oui, effectivement, il y a peu de raisons de penser qu'on va pouvoir se passer rapidement de lithium, vu la tournure des choses. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode supplément de Tech Café qui vient compléter votre veille en matière de nouvelles technologies. J'espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie, que vous avez été divertis pendant que vous faisiez peut-être autre chose, en espérant que vous n'êtes pas trop endormis non plus, et que vous avez complété votre veille de nouvelles technologies. Si jamais c'est le cas, évidemment, rendez-vous sur patreon.com/techcafé, vous aurez toutes les infos
pour savoir comment soutenir Tech Café financièrement, même pour une durée limitée ou pour des petits montants, parce que vous prendrez peut-être la succession de celles et ceux qui ont accepté de nous soutenir pour un moment, mais qui ont préféré suspendre leur abonnement, qui est bien évidemment, vous l'avez compris, sans engagement. Continuons à discuter ensemble, entre vous et avec nous, sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis, en attendant de se retrouver pour un nouvel épisode de Tech Café, on va pouvoir aussi vous dire où est-ce qu'on peut se retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce que les auditeurs et auditrices vont-ils pouvoir te retrouver ? Ah ben moi je vais aller voir les rhinocéros 3D sur Sketchfab, hein, parce que Évidemment, apparemment, tu vas faire une collection. Non mais même en polygone, ils sont en voie de disparition, c'était pour te dire, les pauvres, Ah quand même, ouais pas bêtes. Décidément, c'est vraiment un animal qui aura souffert sous tous les aspects possibles sur cette planète, y compris sur l'aspect virtuel et même en low poly. Merci Guillaume, vous me retrouvez sur Instagram, Blue Sky, Threads, sur le serveur Discord évidemment de Tech Café, et puis normalement vous me retrouverez aussi dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.